Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes, version vacances. Et qui dit vacances dit soleil. En tout cas, c'était le cas aujourd'hui dans le département, en particulier à Nantes. Et donc, c'est notre cadeau en ce début d'émission. Direction la côte, direction Pornic et la plage de la Source. Direction également les terrasses nantaises où ceux qui avaient le temps ont profité aujourd'hui de ce temps carrément estival sous les yeux envieux de notre reporter Nick Ressman. Regardez. On est à moitié habillé, mi-maillot de bain, mi-vêtements, on sait pas trop, mais ouais, là c'est le bonheur. L'eau est glacée, oui, effectivement. Mais j'ai réussi à rentrer un petit peu quand même, oui. Ça fait du bien, on va dire. On peut se reposer sur l'herbe. Voilà, on profite des vacances pour aller dans le jardin des plantes, se promener dans les petites aires de jeu voilà, avec les enfants. Donc c'est vraiment super. Voilà ce que ça donne un mardi 14 avril avec 26 degrés de température. C'est vraiment une météo estivale. Le soleil a brillé et il brillera encore demain. Alors préparez la crème. Allez, maintenant, je vous propose une plongée dans une toute autre chaleur, celle des robots de Inferno, les robots de l'enfer. Inferno, c'est le nom d'un spectacle tout à fait étonnant et qui nous rend très très curieux et gourmands d'en savoir plus. Ça se passe à Stéréolux ce soir et demain soir. Voilà, vous en voyez l'affiche. Deux représentations d'un spectacle robotique et interactif. C'est de cela dont on vous parle ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Louis-Philippe Demers, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste, un peu chercheur, on va le voir, et un des créateurs donc, de ce spectacle, tout simplement. Et puis avec nous également Cédric Huchet. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Vous êtes à Stéréolux en charge de toute la programmation artistique autour des arts numériques. C'est un très bon résumé. Hein, c'est pas mal dit Ouais. comme ça. Donc bonjour à vous deux, merci d'être là avec nous. Alors on vous connaît en fait, Louis-Philippe Demers, parce que vous êtes déjà venu à Nantes, à Stéréolux. C'était l'an passé dans le cadre du festival Scopitone, Exactement. avec déjà des robots. Oui, déjà un robot. Oui. Hein, ça Un s'appelait seul. The Blind Robot. Oui, exactement. Robot, The Blind. je sais pas Robot comment on dit. aveugle. Voilà. Oui. Ça veut dire que les robots, de manière générale, c'est votre truc? Oui, les robots, c'est mon truc, oui. Donc, en fait, je m'en sers en tant que médium. Donc, autant que les gens font de la peinture, de la vidéo, de la musique, nous on fait le robot est un des éléments, un des médiums qu'on utilise pour les spectacles, les installations. Et parce que les robots, il y a l'intelligence robotique, c'est ça que vous explorez un petit peu, parce que ce sont des robots qui rentrent en interaction avec l'homme. Oui, bon, en fait, le robot est toujours à l'image de l'homme, même d'une manière historique. Ça fait 2000 ans qu'on fait des machines qui sont toujours à l'image de la compréhension du corps humain. Donc, ça nous jette un miroir quand même assez intéressant, la machine. Et en fait, c'est un truc incarné. Donc, un robot, c'est un objet physique qui est dans notre univers physique. Donc, le robot peut nous faire mal. Le robot nous interpelle de manière très, très différente qu'une toile au mur, par exemple. Donc, et c'est ce que voilà. propose ce spectacle, hein, Inferno. Oui. Alors moi, j'ai dit spectacle interactif. Vous allez nous expliquer quand même en quoi il consiste. Je précise que vous l'avez créé avec Bill Vaughan, un Oui, artiste exactement. chercheur aussi un peu comme Oui. vous, canadien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Inferno? Alors, c'est ce qu'on appelle une pièce participative. Ouais. Donc, en fait, malheureusement, on ne peut pas faire participer tout le public. Donc, il y a certains membres élus, les choyés, ou peut-être pas les Choisis choyés. au hasard ou Choisis pas? au hasard, on fait un Ouais. peu comme on fait si on allait choisir
des personnes sur la Terre pour les amener Ouais. en haut. Mais voilà, eux, ils participent au spectacle. En fait, je ne parlerai pas nécessairement d'une chorégraphie, mais ils nous accompagnent pendant 1 heure tout le long du spectacle avec nous. Donc, on les fait bouger au son de la musique et bon, les gens regardent Alors, tout le résultat. faut qu'on voit des images, parce que là, sinon, on va pas comprendre. Voilà. Et on va parler de ces fameux exosquelettes. Oh là là, le gros mot très compliqué. Nick Reisman était cet après-midi avec vous sur scène, parce que vous avez fait une petite présentation de ce spectacle. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on est en train de revêtir l'exosquelette sur les personnes. Donc, au début du spectacle, en fait, il y a tout un rituel d'habillage. C'est un truc un peu solennel. Donc, parce qu'en fait, il faut que ce soit bien arrimé sur le corps. Donc, ça nous prend les avant-bras, en fait, les bras au complet. Donc, c'est la partie qu'on manipule des personnes. Donc, quand le spectacle démarre, les gens ne sont plus en contrôle des mouvements de leurs bras et nous, on les pilote à partir de ce moment-là. En fait, c'est un spectacle de marionnettes, Cédric Huchet, que vous avez programmé. Parce que le spectateur devient la marionnette. Venez ce soir, oui, vous allez comprendre si c'est vraiment des marionnettes pour les grands. Voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est que là, bon, on est sur une période de répétition, de préparation. Ouais. Il y a toute une dramaturgie autour de cette, même la partie mise en place avec les élus qui sont des anonymes et qui viennent tester l'expérience sans trop savoir à quoi ils vont être mangés. Et c'est vraiment une expérience à vivre. Mais des marionnettes, oui, effectivement, dans la mesure où on est acteur à la fois, on est sur scène, on s'expose. Parce que quand même, le principe de ces exosquelettes, c'est ce que vous avez dit, c'est que ça contrôle les membres de la personne. On peut pas décider de lever le bras comme ça. Non, on peut pas. Hein, Non, voilà. Nous, en fait, l'ordinateur et nous, on décide. Mais en fait, les exosquelettes, on prend un truc qui appartient au domaine soit militaire, soit au domaine scientifique, etc. Donc, pour des fois aider les gens à se mouvoir. Nous, c'est un peu l'inverse. C'est un peu, on les force à faire certains mouvements. Mais en même temps, c'est vraiment une expérience à la fois singulière et unique. Donc, au bout d'un certain temps, bon, c'est pour ça un peu suggestion de l'enfer, quoi que ce soit, quand on fait un truc à répétition, on rentre en transe d'une certaine manière. Donc, au début, c'est un truc qu'on apprivoise, le mouvement, mais au bout d'un certain temps, ça devient ça peut devenir à la fois bouleversant et charmant. C'est très insidieux, en fait, mais et surtout quand on est en représentation, parce que les gens nous regardent et on est sous contrôle, donc c'est à vivre, en fait. Je peux pas... Et en fait, sur scène, ce sont que des spectateurs ou il y a aussi des participants. Des participants, Oui, pardon. oui, Oui, parce oui. que du coup, on n'est plus spectateur, on est actif. Oui, on interprète. Voilà. Oui. Bon. Il y a que donc, des participants qui viennent du public, on va le dire comme ça. Public, oui. Il n'y a pas de professionnels acteurs ou je ne sais pas. Non. Non. Même pas nous Même qui pas contrôlons vous. les robots, non. Non, Non, mais en fait, c'est les gens du public. D'accord. Oui. Ben, en fait, c'est assez important aussi cet aspect aléatoire parce qu'en fait, bon, leur réaction, pour nous, c'est imprévisible. Donc, on n'a aucune idée de s'ils vont décider d'embarquer, s'ils embarquent dans le rythme de la musique, ou, etc., leurs expressions, etc. C'est 24 personnes qui ont 24 réactions différentes. d'accord. Et des fois, ça va à l'unisson, des fois, c'est chaotique. Bon, en fait, ça fait partie vraiment d'un phénomène de performance participative. Alors, je tiens à dire que dans la présentation du spectacle, et notamment sur le site de Stérolux, il est bien précisé que ça ne fait pas mal. On ne met pas en danger les gens du public, les participants, on est d'accord? Non. Bon, en fait, c'est sûr que c'est pas nécessairement confortable. C'est supposé être l'enfer, après tout. Oui, on va en parler de l'enfer, on va parler de l'enfer de Dante, évidemment. Mais bon, il n'y a pas de danger à l'intégrité du corps, non. En fait, je touche du bois. C'est inconfortable parce qu'on a vu la personne est harnachée et de manière c'est un peu lourd. Oui, c'est un peu lourd parce qu'on Ouais. porte toute la mécanique sur nous. Là. C'est quand même. presque autonome. Ouais, bon, c'est comme un peu faire de la gym. Au bout d'une heure, on est bien en sueur. Ouais. Non, si vous faites le même mouvement à répétition pendant 1 heure de temps, vous allez suer de toute façon. C'est audacieux comme spectacle. Je me retourne vers vous, Cédric Huchet. C'est-à-dire proposer ça, je ne sais pas quel public d'ailleurs on vise avec un spectacle comme celui-ci. Bizarrement, j'ai eu une demande cet après-midi pour qu'un papa vienne avec son fiston qui doit avoir une dizaine d'années, à qui malheureusement, parce qu'on réserve ça à des gens d'une certaine taille et qui plus est aux personnes majeures, pour des raisons de responsabilité. Mais le fiston en question, je pense, a toute matière à apprécier aussi la forme en étant spectateur de la performance. Je ne vous cache pas qu'on est assez interloqué sur ce qu'on va voir comme public ce soir, parce que je pense que ça n'intéresse pas que aujourd'hui des gens très initiés sur le monde de la robotique ou de l'art et la robotique.
Et en l'occurrence, ça va certainement attiser la curiosité d'un grand nombre de personnes qui s'attendent pas forcément à ce genre de proposition. L'audace, elle revient aux artistes, Oui, avant tout. évidemment, quand même. Mais en l'occurrence, c'est un spectacle audacieux et de le montrer, voilà, c'est de le présenter, de le proposer. Il y a une forme de curiosité aussi pour nous, de curiosité pour le public. Mais ce que je retiens là-dedans quand même pour l'avoir vu il y a quelque temps à Créteil, c'est que le public finalement apprécie même dans cette situation se mettre un peu en danger, c'est beaucoup dire, mais en tout cas s'expose. Ouais. Il s'expose et il y va avec toute l'interrogation, le stress, le bon stress aussi de découvrir quelque chose, de subir, de se mettre dans une situation un peu d'asservissement et finalement de vivre une expérience dont il n'aura pas forcément toute la maîtrise. Et de lier à ça à une création artistique, puisque c'est le propre de la démarche de Bill Vaughan et de Louis-Philippe Demers, ça donne lieu à des propositions vraiment hors normes. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi un spectacle de danse. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que voilà, on peut pas, on veut pas tout montrer, mais il y a de la chorégraphie, il y a une mise en scène, il y a de la musique. C'est un spectacle comme ça. Visuel, voilà, on revoit des images là, de cet après-midi, de la présentation. Oui, mais en fait, c'est rythmé pour en fait que les mouvements fassent sens, parce qu'évidemment, il n'y a pas de trame narrative, on n'amène pas les gens du point A au point B, donc c'est plutôt une série de clips d'environ 5 à 10 minutes chaque qui se déroulent l'une à la suite de l'autre, qui amènent les gens dans une atmosphère à une autre, donc... oui, c'est assez rythmé pour maintenir l'intérêt et aussi pour maintenir la chorégraphie et la transe et amener le flow de la participation et le conserver, en fait. Parce que ça, c'est assez difficile. Au bout d'un certain temps, les gens peuvent peut-être débarquer assez facilement. Donc, il faut les surprendre, il faut casser le rythme, etc. Donc, c'est tous des trucs qu'on a à faire de toute façon en performance. Mais là, on le fait avec les gens aussi, donc c'est un challenge supplémentaire. Et justement, les gens, les participants, est-ce que ça vous arrive d'aller les voir, ou peut-être à chaque fois d'ailleurs, après le spectacle, de recueillir ce qu'ils ont ressenti, d'échanger avec eux? Est-ce que c'est aussi ce que vous recherchez, vous, en tant que créateur de cette expérience? Enfin, on est très intéressé à savoir quelles sont leurs réactions en termes de savoir... l'unicité, ou s'ils sont vraiment... comment ils embarquent dans tout le système. On est très curieux. Si les gens viennent nous voir après le spectacle, des fois, les gens sont gênés. Mais par contre, il y a quand même plusieurs personnes qui sont venues pour, en fait, nous remercier pour le bon moment qui venait de passer. Bon, donc, c'est pas trop l'enfer, mais bon, en fait, les gens, à la rigueur, s'amusent. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, comme soulignait Cédric tout à l'heure, c'est les gens sont très volontaires et sont très partants, en fait, sont très curieux. Donc, au début, ils embarquent une certaine fébrilité qui, bon, de toute façon, ça s'assoupit assez facilement parce que les gens, ils apprivoisent le système, donc et après, ils rentrent dans un autre mode. Mais en fait, il n'y a personne qui dit « Ah, non, je ne veux pas ». Ils sont très curieux, donc ça, c'est très charmant, c'est exceptionnel, en fait. Je suis très content que les gens décident d'embarquer, sinon on aurait des sinon, difficultés. ça ferait un peu flop, voilà. On peut le dire clairement. S'il n'y avait pas de volontaires. Pour l'enfer, on y vient. D'ailleurs, vous-même, on avait parlé à plusieurs reprises. Il y a eu le mot « enfer » prononcé, là, dans ce que vous nous présentez. Inferno, c'est l'enfer. Oui. Alors, pourquoi ? Bon, en fait, au début, l'enfer, c'est une trame de travail. Comme toujours, il n'y aura pas de récit de l'enfer exact. De toute façon, l'iconographie, etc., c'est sûr qu'on ne le retrouvera pas. Par contre, au début, avec Bill, il y a plusieurs endroits qui nous intéressaient, comme à Singapour, parce que maintenant j'habite à Singapour. Il y a un parc thématique sur comment bien se comporter, etc. Donc, il y a tout un truc qui parle de mécanismes, de péché, châtiment, etc. Donc, il y a toujours un truc comme ça d'automatisme, en fait. De robotique. Non, ça devient automatique. Donc en fait, nous, on fait la monotonie d'une machine, parce qu'en fait, se sentir comme une machine, c'est faire la même chose ad vitam, ad nauseam, presque. C'est l'enfer, ça. Mais oui, c'est l'enfer, en fait. Et nous, en fait, notre servitude volontaire à ça, c'est notre enfer à nous. Donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on joue. Que vous jouez. Le lien direct avec Dante ?
avec l'enfer de Dante. Parce que quand même, quand on lit, et j'ai lu beaucoup sur votre spectacle, voilà, d'où cette carte de l'enfer de Botticelli qui illustre la première partie de la Divine Comédie, des portes de l'enfer. Hein. Oui. Bon, c'est... Ça reste toujours devient comme un peu un truc compliqué. c'est jamais souligné, donc ça va être des trucs qui vont être pour nous à l'arrière. Donc s'il y a des cercles, c'est beaucoup plus dans une construction qui est peut-être à la fois sonore ou de mouvement, mais bon, personne ne va s'apercevoir de ça, sauf nous. Donc on fait nos cercles de l'enfer à nous, mais bon, ce n'est vraiment pas pour qu'il y ait la division une division dantesque de l'événement. En fait, quand on donne un nom, exactement comme le Blind Robot, moi, on aurait pu appeler ça d'autres choses, complètement. Et ça crée une anxiété, ça crée un moment qui module toute l'expérience, en fait. Et en fait, tout comme le Blind Robot, c'est un robot qui vous touche, que qui j'ai était présenté là à l'année dernière à Scopitone. Ouais. Donc, en fait, le moment important, c'est le premier touché. Après, ça change tout. Donc, la même chose pour les robots d'Inferno. Le premier mouvement est capital. Donc, il faut vraiment jouer, il faut un peu séduire le public, les amener, créer l'attente, l'anxiété, la découverte. Et après, bon, là ça bascule dans d'autres choses. En tout cas, ce qui est intéressant avec Inferno, c'est cette rencontre entre la science, la création, et puis ce qu'on a envie, vous, artistes, que vous avez envie de transmettre aux participants, aux spectateurs. Et une fois de plus, voilà, c'est votre boulot, vous, Cédric Huchet, mais on voit bien qu'il n'y a pas de limite à ça. La technologie nous offre toujours de nouvelles possibilités. Alors, il n'y a pas de limite, effectivement, on voit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste la limite, c'est l'appréhension de l'art par la science et vice-versa. Voilà. Une fois qu'on a passé ce cap-là, il n'y a pas de limite. Et puis pour autant, ce n'est pas nouveau non plus. Hein. On en parle peut-être plus récemment, mais c'est des choses qui existent depuis très longtemps, qui continuent à se développer, qui prennent vraiment une forme très, très bien illustrée à travers des propositions comme celle-là, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin et qui peuvent aussi y intégrer des questions d'ordre sociologique, philosophique, et bon, j'en passe encore plein d'autres, mais il y a des porosités aujourd'hui de plus en plus fortes entre l'art, la science, la technologie. On aime bien ne pas trop mettre d'étiquettes non plus sur ce genre de propositions. Voilà, on entendra souvent parler d'art multimédia ou d'art numérique, et finalement, ce sont des étiquettes qui sont assez restrictives. Il faut parler d'expérience ou d'expérience artistique et qui mélange plein de concepts et plein de démarches qui sont aujourd'hui très prégnantes avec le monde de l'art. Question un peu naïve, les exosquelettes qu'on voit et qui sont sur scène dans le spectacle Inferno, c'est vous qui les concevez, qui les construisez, ou alors vous travaillez en collaboration avec des équipes de chercheurs, comment ça se passe? Dans ce cas précis, souvent dans mes collaborations avec Bill, nous, on conçoit les robots, on fait les maquettes, les prototypes. Après, bon, quand on part en assemblage, à faire des copies, là, il y a peut-être des personnes qui nous aident ou c'est en sous-traitance, mais grossièrement, on fait presque tout avec des personnes, vu qu'on est à l'université, les étudiants qu'on engage, quoi que ce soit, mais bon, oui, on fait un peu en orchestre, on touche un peu à tout. Parce que les exosquelettes, c'est vrai que ça fait aussi un peu rêver, ça rend curieux. Une des applications dans notre quotidien, on nous prédit quand même que ça permette à des gens de ne plus être en fauteuil roulant, mais de pouvoir les... C'est tout ça, l'exosquelette. Voilà, on n'y est pas encore, mais... Non, on n'y est pas. On n'y est pas, mais c'est dans l'imaginaire collectif, c'est ça en fait. Ah oui, l'imaginaire collectif, c'est amplifier le corps, le guérir à la rigueur. Ouais, en tout cas, lui redonner ses allures de des jeunesse. Possibilités, ou éventuellement ses allures de jeunesse. Stop, on n'en dit pas plus. Inferno, c'est à Stéréolux. C'est ce soir à 20h, demain soir également à 20h. Toutes les infos, voilà, sur le site de Stéréolux, on peut encore y aller, on peut encore réserver. Et avec un peu de chance, vous serez choisi, élu, je ne sais pas, désigné pour vivre sur scène et habillé d'un exosquelette cette expérience que vous nous proposez. Merci à vous deux d'être... On revient de cet enfer-là. Hein. On en revient. On en revient. Indemne. Ah, ça c'est bien. Et on a envie d'y retourner. Oui, vous avez testé, Cédric, évidemment. Et vous allez le faire aussi. Oui, peut-être bien. Et je vous raconterai. Merci à vous deux d'être venus nous parler de ce spectacle. Merci. Et nous, on va continuer avec toute autre chose, avec Romaric, bien sûr, qui va nous parler de plantes archaïques. Et
Et on accueille Romaric avec, comme d'habitude, son plateau, ses petites plantes. Et Romaric qui m'a promis une chronique chaude comme l'été. C'est vrai, Romaric. Exactement. Alors, je vous attends un peu au tournant parce que vous allez nous parler donc de dinosaures, de fossiles, de plantes archaïques et préhistoriques. Et voilà, et en combien 4,30, c'est ça? Non, non, je suis généreuse. Ouais, c'est ça. Oui, disons qu'au muséum, vous avez fait une petite chronique, je crois, et pourtant un reportage. Plus pas une que chronique, ça, un dossier, un reportage, dossier, Romaric, voilà. sur la magnifique expo. Voilà, plume de dinosaures. Voilà. Et du coup, avec Philippe Guillet, le directeur du muséum de Nantes, on a travaillé ensemble en amont. Et nous, on s'est dit qu'on allait présenter aussi des plantes de l'époque des dinosaures. On a retracé un peu l'évolution des plantes. Et au début, on va dire, allez, on va prendre la Terre. Grosso modo, ouais. Grosso modo, tu vois, voilà. Le On va truc dire carré, que c'est quoi. un truc carré, voilà, qu'on accroche sur les murs. Ouais. Voilà. On va dire qu'on est à la moitié de sa vie à peu près. Donc on fait comme si c'était une femme de 50 ans. Bon, on espère en vivre 100 ans. Ok, Voilà. ouais. Et donc de 0 à 7 ans, il n'y avait pas de vie sur Terre. De 7 ans à 23 ans, il n'y avait que des microbactéries dans l'eau. C'est ce qu'a donné les stromatolites, donc des fossiles qu'on peut avoir en image off, si j'ai bien compris, qui sont présentés. Voilà, donc là on est encore un tout petit peu loin, on va zoomer, on les voit au fond. Et voilà, les stromatolites, c'est donc ça ressemble à des cailloux. C'est des fossiles. C'est des fossiles qui vivent, il y en a encore qui vivent aujourd'hui, mais ceux-là Ils viennent sont d'où, fossiles. ceux-là? Ils viennent de l'Allier, de la Ghana. D'accord. Et c'est parmi les plus beaux stromatolites qu'il y a au monde qu'on puisse trouver. Ce qui est bête, c'est qu'ils sont broyés pour faire de la chaux, pour mettre dans les champs. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est des fossiles de plantes. Voilà, c'est ça, de cyanobactéries, donc c'est des petites algues. Ouais. C'est un peu comme du corail, on va dire. D'accord, Si on ok. résume, quoi. Et donc ça vivait dans les eaux tropicales, mais quand la Terre, donc c'est une femme de 50 ans maintenant, on va dire ça comme ça, de 7 ans à 23 ans, donc ça Ouais. fait quand même pas mal. Bah, Il n'y a eu c'est que un- ça sur la Terre, quoi. C'était la seule forme de vie. Et- Ça ne doit pas être très fun, hein. Ben non, donc le reste c'était un désert, c'est le ça c'était début, dans l'eau, quoi. voilà. Ça émettait plein d'oxygène et l'oxygène ça attaque fort et du coup ça a fait rouiller toute la terre en fait. Et tout le fer qu'on trouve maintenant en fait c'est du fer vient qui a de là. été, c'est l'oxygène qui a été dégagé par ça. Mais sur Terre il y avait rien quoi. D'accord. Et après de 23 à 44 ans, donc tu vois sur 50 ans on est déjà arrivé à 44 ans, il y avait plus que des algues dans l'eau, donc il y avait pas de vie sur Terre. D'accord. Et c'est à partir de 44 ans, tu vois, donc on est presque hier. L'âge de la maturité. Et l'âge de la maturité, exactement. Tu ne vas pas donner ton âge, bien évidemment, à ce moment-là, mais voilà, on sait qu'à 44 ans, on n'a jamais traité. Et là, il y a des plantes qui sont sorties, mais le problème, c'est que dans l'eau, c'est pratique, tu es porté quand tu es une algue. Ouais. Mais quand tu sors sur Terre, tu vois, tu as les petites Ah, elles plantes, sont c'était toutes les petites, mousses. on Elles les- sont sorties comme ça parce que D'accord. dès C'est de qu'elles la sont mousse. plus grandes, c'est des mousses. Ok. Mousse, Là, on feuilles, en voit a là, fait des- sur les images. C'est ce Et- qu'on peut découvrir au Jardin des Plantes. Voilà, il y a un c'est- petit carré spécial qui a été. Voilà, une cinquantaine ouvert, de plantes voilà. archaïques ornementales. On envoie une mousse, voilà. Et on voit que c'est le maximum qu'elles arrivent à en faire en hauteur. La hauteur Ah oui. maximale des plantes, c'est 4-5 cm. Ouais. Parce que quand tu n'as pas de tige, pas de tronc, tu tombes. C'est un problème de tenir debout. On a un squelette, mais Bien sûr, exosquelette ouais. pour certains. Pour les Exosquelette, oui. Vous pour avez ceux de suivi ça de Stérolux, près, exactement. évidemment. Bon, avec Cédric Huchet, on a fait un super truc les dernières Scopito, nos jardins des plantes. C'était. Mais avec qui vous n'avez rien fait à Nantes, Romaric? Non, Ça, on je se sais demande. pas. Hein. Et du coup, les plantes, en sortant de l'eau, elles avaient du mal à avoir une structure. Et du coup, les fougères ont commencé à inventer. Ça ressemble à une feuille pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué. Tu Ouais. vois, ça ressemble à une feuille classique. Et donc, après, on est à peu près à 47 ans, 45 ans, les fougères apparaissent. Ah, Et- c'est vraiment petit à petit. c'est surtout de la il s'est rien passé au cyanobactérie début. à la mousse et pour arriver à une Pour petite arriver à fougère. ça, voilà, Ok. c'est ça. Et donc, c'est assez évolué vu de loin parce que ça fait des feuilles, donc ça tient debout. Il y a eu des fougères Ouais. arborescentes, donc il y a eu des forêts. Là, tu commences à coloniser la terre. Là. Ouais. Les dinosaures peuvent commencer à manger ça. Ils sont là, les dinosaures? Là, ils arrivent à ce moment-là. Ils arrivent au moment des fougères. Mais tu vois, à 45 ans sur 50. Ouais, donc, ils d'accord. arrivent à. Tard. C'est très vieux, en fait. Enfin, Ouais. c'est très récent, je veux Oui, dire. Ça oui, arrivé complètement. très, très tard, quoi. Et le problème pour ces plantes-là, le problème, ce qui est un peu vieillot, c'est que les graines, on va dire, ce qui n'est pas des graines, les ovules sont portés sous les feuilles, simplement, comme ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fleurs, quoi. Les ovules sont portés, voilà. Voilà, on voit la voit partie les- fougère de l'exposition. Ouais. Et Y on voit compris qu'il y en a avec des fossiles. Voilà. Ça, c'est un fossile taille réelle. Il fait 1,50 m de haut au muséum. C'est une plaque fossile, on a la photo, mais voilà. Et donc, les cicadas, pareil. Et c'est les la même cicadas, époque. ouais. Mais naïvement, là, les petites fougères que vous nous montrez, Romaric, elles existent aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont survécu, elles ne se sont pas C'est beaucoup ça. évolué depuis. Voilà, c'est en ça. fait. Elles sont restées. En fait, et donc, leur seul problème, c'est que les ovules qui sont là, qui sont sous les feuilles, Ouais. pour se reproduire, pour vivre, Ouais. ils ont besoin d'aller dans l'eau. Et Ok. c'est pour ça, d'ailleurs, elles ne sont pas complètement sorties de l'eau. C'est pour ça que les mousses, les fougères, ça vit où? Ça vit dans les sous-bois, dans les endroits un peu humides, dans les endroits où l'eau stagne toujours un petit peu. Ouais. Et c'est des plantes qui ne pourront jamais en coloniser une prairie, par exemple. Il n'y a jamais de fougères en prairie, il n'y a jamais de mousse en prairie. Et donc, c'est des plantes qui arrivent à tenir, mais dans des conditions...
tu vois, un peu particulières. Il faut les chouchouter. C'est des plantes de niche, quoi. Voilà, voilà, exactement. Elles ont réussi, non, mais c'est exactement le terme. Elles ont réussi à rester dans quelques niches, dans des tourbières, dans des zones. Voilà, comme ça, quoi. Et après, les plantes ont inventé les grands troncs et on est arrivé aux conifères. Et c'est là que ça devient chaud. C'est que les botanistes, comme ils sont un petit peu pervers, le conifère, la graine, elle est là, en fait. Elle est posée à l'intérieur, là. Ouais. Donc, elle est posée là, dans l'espèce de fruit. Hop, j'essaie de comprendre où est la caméra. C'est des caméras partout. Elle est juste à votre droite. Voilà. Et du coup, le fruit, enfin, la graine, elle est... l'ovule, il n'est pas vraiment protégé. Tu vois, il est nu, il est posé là. Il est posé là-dessus. Et donc, on dit que c'est des gymnospermes. Gymnos, les gymnastes, parce qu'ils étaient nus. Voilà. Les gymnastes grecs étaient nus, n'est-ce pas? Et sperme, la reproduction, la semence. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, c'est des semences nues, c'est-à-dire que les semences sont juste posées. D'accord. 30 secondes. C'est pas mal, mais ça permet toujours pas de résister quand il fait très chaud, très sec, tout ça. Et après, les fruits se ferment. Et les premiers fruits qui se ferment, ils ressemblent, tu vois, beaucoup à une pomme de pin, c'est les fruits de magnolia. Donc, les magnolias, c'est les plantes à fleurs les plus vieilles qui existent. Et là, les graines sont renfermées dans les fruits. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au début, c'est très gros. Et au fur et à mesure, on considère que c'est une marque d'évolution. Et c'est des fleurs. C'est des fleurs toutes petites qui font des fruits tout petits. Minuscules. Voilà, parce que là, tu as 50 fleurs sur la même place qu'une. Voilà. Merci beaucoup, Romaric. Et puis, je vous invite à aller au Muséum d'Histoire Naturelle voir l'expo Dino à plumes. À bientôt.